Eh bien, bonsoir à tous. Merci de cette invitation. C'est en effet un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et je pense un sujet dont les architectes, tous les architectes doivent et peuvent s'emparer parce que ce débat, il faut qu'il soit élargi et cet élargissement est nécessaire. Et j'évoquerai rapidement deux raisons. D'une part, le fait qu'on assiste à une sorte d'élargissement important du nombre de bâtiments qui sont entrés pour une raison ou pour une autre dans le champ patrimonial, et donc nous sommes de plus en plus concernés au niveau du projet. Et d'autre part, parce que l'ensemble du bâti existant, au-delà de toute sélection patrimoniale qui peut être formalisée par une protection, est en fait à considérer comme une ressource. Et du coup, nous avons besoin de cette réflexion sur le patrimoine pour aiguiser notre regard et changer aussi la pratique dans le projet. Là, je vous montre, juste pour démarrer, des images du patrimoine mondial de l'UNESCO qu'on peut trouver sur leur site et qui montrent bien la diversité des sites qui peuvent être sélectionnés par ce type spécifique de protection et qui inclut naturellement aujourd'hui le patrimoine immatériel avec des rites, des savoir-faire et également le patrimoine naturel et de la biodiversité. On voit bien là le succès de la notion qui s'est construite et qui a évolué dans le temps et qui donc montre l'importance en fait de cette notion et l'importance de la comprendre en fait dans sa construction historique. La notion de patrimoine qui correspond, si on veut le dire de manière assez rapide, à l'ensemble des biens que nous avons collectivement envie de transmettre aux générations futures est quelque chose qui, dans cette définition moderne, on va dire, apparaît en France au début du XIXe siècle, avec d'autres dénominations. Et là, je vous montre une image qui fait référence à la liste de 1840, c'est-à-dire au moment où cette première liste officielle des bâtiments qu'on dit classés, c'est-à-dire bâtiments pour lesquels l'État est prêt à dépenser de l'argent pour leur entretien, est un peu le point de départ de ce corpus du patrimoine bâti en France, qu'on appelle à ce moment-là plutôt monument historique, en référence aux caractéristiques qu'on va rechercher, c'est-à-dire plutôt une singularité des objets isolés, de dimension monumentale justement, qui appartiennent prioritairement au Moyen-Âge ou à l'Antiquité celtique ou romaine, etc. Et donc, on est dans ce type de situation au départ. Et puis, c'est à peu près 700 bâtiments qui sont à ce moment-là sélectionnés. Cette liste va augmenter rapidement parce qu'on se rend compte assez vite que cette première sélection est le fruit d'un premier travail d'identification, jusqu'à arriver aujourd'hui à quelque chose comme plus de 44 000 objets classés par l'État ou inscrits. Donc, on voit bien que dans cette évolution, il y a eu au fur et à mesure de nouveaux objets qui sont entrés dans le champ patrimonial et qui sont entrés pour plusieurs raisons. D'une part, une évolution des sensibilités avec une construction de la discipline de l'histoire qui s'est intéressée après à la Renaissance, au temps moderne, et donc qui a commencé à inclure au cours du siècle des périodes plus récentes. Et puis, tout ce qui était des réactions aussi à des situations de danger et de risque, et donc qui génèrent des sortes de vagues de moments clés dans cet élargissement patrimonial. Pour aller vite, j'évoquerai par exemple la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 qui va montrer la fragilité des petites églises dans le diffus qui vont être pas mal du coup protégées pour qu'elles soient bien entretenues. La Première et la Seconde Guerre mondiale, qui sont des moments très importants de reconnaissance d'un patrimoine qu'on avait négligé, et on s'en rend compte quand il est détruit. Et puis, avec les 30 Glorieuses et les bouleversements dans les villes anciennes, dans les centres historiques, tout un mouvement de protection des tissus urbains anciens qui va donner lieu au secteur sauvegardé, etc. Puis là, on voit dans l'image la destruction des halles Baltard au début des années 70, qui marque en France un peu un réveil par rapport au patrimoine industriel et aux équipements du 19e, et du coup, là aussi, des nouvelles protections et un regard différent sur ces objets. Alors, pour arriver à des corpus plus récents qui sont entrés, comme on dit, dans le champ patrimonial, il y a naturellement
les exemples de tout ce qui concerne les ensembles de logements collectifs, qui sont aussi souvent en réaction à des risques de démolition liés aux projets en rue. Et aussi, autre chose intéressante, l'entrée beaucoup plus récente d'un patrimoine industriel dans les tissus anciens, qui avait été considéré comme dérangeant, en fait. Là, c'est le cas de la boutique Uniqlo dans le Marais, qui est un bâtiment qui avait été prévu à la démolition dans le plan de sauvegarde de 1996. Et on voit que dans la révision de 2013, il est carrément protégé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la vitalité même de ces espaces de production à l'intérieur d'un quartier qui était protégé pour ses caractéristiques 17e et 18e, qui a du coup permis de le garder. C'est-à-dire il y a une sorte de forme de résistance de la ville elle-même qui a permis en fait de les garder. Donc là, c'est pour dire que ce qui est important en fait dans cette question de comprendre pourquoi un bâtiment est considéré patrimonial, c'est de comprendre à quel moment, qui, pourquoi a donné cette définition, et parfois c'est le résultat d'un conflit, la réaction à un risque particulier. Donc c'est là où il faut saisir en fait l'épaisseur historique de ces protections. Un exemple assez clair est par exemple si vous prenez un plan de Paris et vous regardez les immeubles qui sont protégés, vous verrez une cartographie assez étrange où des fois vous avez des concentrations d'immeubles inscrits. Eh bien, c'était en fait des inscriptions qui évitaient des démolitions liées à des grands projets de voirie rapide dans le cœur de la capitale. Donc, la protection n'est pas le signe que le bâtiment est plus intéressant historiquement, esthétiquement, constructivement des autres, mais c'est parce qu'il était plus à risque. Donc, c'est là un élément important. Et là, une fois qu'on a dit comment on les a sélectionnés, il y a la question comment on s'en occupe. Bon, là, c'est un vaste sujet dont on va voir des exemples très intéressants dans les présentations suivantes. Je voudrais juste évoquer quelques éléments. D'une part, que la France n'est pas le pays qui a le plus pensé le patrimoine. Là, je vous montre une étagère à l'Institut national d'histoire de l'art dans la partie qui concerne la théorie et la pratique et l'histoire de la restauration. On a plutôt des ouvrages en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et très peu d'ouvrages en français. C'est une caractéristique. C'est vrai que les approches sont très différentes selon les aires culturelles. Là aussi, c'est un sujet à sonder. Quand on a des architectes étrangers qui travaillent en France, on voit des fois vraiment des attitudes qui ne sont pas les mêmes. Et ce qui manque du coup, le fait qu'on ait moins écrit, c'est qu'on manque d'un vocabulaire partagé. On manque parfois de mots qui soient clairs pour débattre ensemble. Et par exemple, on manque d'une connaissance aussi de l'histoire, des transformations sur le patrimoine. Pour juste expliquer une idée reçue, l'idée que quand un bâtiment devient patrimonial, on ne le change plus, eh bien la réalité montre souvent l'inverse, c'est-à-dire le bâtiment, il change beaucoup plus vite du moment où il est considéré patrimoine parce qu'on essaye de l'adapter à une idée de monument. Le château de Saumur en est un exemple. Il a plus changé dans les 100 ans où il était protégé que dans les 100 ans précédents. Donc là aussi, on voit qu'une connaissance plus approfondie permettrait de saisir un peu la complexité et l'intérêt de cette histoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les méthodes d'intervention se sont construites à des moments donnés particuliers. Par exemple, au début du 19e, la restauration des monuments antiques, où on a élaboré l'idée d'une différenciation des nouvelles parties, des parties qu'on ajoute pour compléter le volume d'un bâtiment, est quelque chose qui est resté jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas disparu. Donc les différentes approches se sont accumulées dans le temps, nous donnant aujourd'hui une grande palette d'options, mais qu'il faut saisir dans leur impact aussi sur le bâtiment. Et le 19e a aussi inventé la restauration stylistique, donc une autre manière d'intervenir qui s'est construite sur le patrimoine médiéval, qui utilise des méthodes de restitution analogique, toujours opérantes aujourd'hui, mais qui ont un sens différent évidemment aujourd'hui. Donc là, ce qui me reste à dire par rapport à cette introduction, c'est de rappeler justement cette question du vocabulaire et des notions. J'ai un peu réagi sur l'idée de est-ce qu'un bâtiment, est-ce qu'on doit maintenir ses dispositions originelles.
Cette question de l'origine en architecture, c'est un vrai sujet. C'est vrai que ces bâtiments-là, au Moyen-Âge, ont souvent été restaurés pour revenir à un état complet, considéré initial, mais en réalité, en architecture, on a un peu du mal entre ce que l'architecte a pensé, ce qu'il a décrit dans un texte, ce qu'il a dessiné, ce qui a été construit, ce qui a été changé et validé par l'architecte lui-même. Donc, si on imagine aujourd'hui transformer des bâtiments parisiens pour qu'ils ressemblent au rendu de concours, on aurait beaucoup de chantiers. Donc, on voit bien que cette idée d'origine ne nous aide pas beaucoup dans cette réflexion. Donc, il reste du coup à inventer d'autres termes ensemble. Et je terminerai sur un projet que j'aime particulièrement, la réhabilitation du Lincoln Center à New York, parce que pour moi, un exemple intéressant d'une redécouverte à travers une intervention dans un ensemble qui était une rénovation très lourde d'un quartier populaire à New York. Ce n'est pas d'une architecture, surtout dans les bâtiments des grandes institutions qui étaient particulièrement d'avant-garde au début des années 60, eh bien, la réhabilitation a mis en avant les qualités constructives de disposition des espaces de manière très intelligente, en modifiant les accès, en changeant les entrées. Donc on voit que ces interventions dans l'existant bousculent nos idées reçues et nous imposent d'oublier des catégories rapides et simplistes et d'approfondir notre connaissance de l'existant. Voilà. Merci beaucoup, Franca Malservici.